Bon, il est 11h05, je vous propose de démarrer. Donc je me présente à vous, donc Laurence Amiot, manager, au Cap Emploi 44 de Loire-Atlantique et responsable sur l'activité maintien. Donc je suis ravie de vous accueillir, hein, sur ce webinaire, du service maintien et donc nous allons, débuter par vous rappeler quelques règles, pour le confort de tous. Donc merci de conserver votre micro éteint pour le moment, hein, puisqu'on va dérouler, le webinaire et puis on vous, voilà, s'il nous reste du temps, on pourra à la fin du webinaire, ouvrir nos micros et partager, de vive voix. En attendant, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je crois que vous avez, discussion ou converser où vous pouvez, voilà, si vous avez des questions tout au long, de ce webinaire, vous pouvez les poser et on y répondra, au fur et à mesure. Vous pouvez conserver votre caméra allumée, mais je vous informe que ce webinaire est enregistré et que d'ailleurs on vous le transmettra avec les différents, supports. Donc le support, on va utiliser, hein, aujourd'hui pour le webinaire, mais on vous enverra également, différents éléments sur, du, service Cap Emploi, du service maintien Cap Emploi, donc notre plaquette et puis, notre fiche de sollicitation. On vous en reparlera, certainement, pendant ce webinaire et à la fin du webinaire. Donc avec moi, il y a 2 conseillers, qui vont, intervenir, donc Mama Atmani et Christophe Bonjour. Pavec Bonjour. et nous sommes, ravis d'accueillir, Antoine, Rémy qui va vous présenter la solution, AVA. Et bonjour à tout le monde. Donc au cours de ce webinaire, je vais rapidement vous présenter le réseau des Cap Emploi, hein, et notamment, l'activité maintien en emploi. Mama vous présentera des éléments de définition et des moyens de compensation de la déficience auditive. Christophe vous présentera un exemple de situation où le service maintien est intervenu. Et nous finirons par un focus sur la situation technique AVA qui sera présenté par Monsieur Antoine Rémy. Donc le réseau des Cap Emploi, donc Cap Emploi, donc est un service dédié aux personnes en situation de handicap et aux employeurs. Donc c'est un guichet unique, hein, de l'accompagnement vers et dans l'emploi. Donc le conseiller Cap Emploi accompagne les employeurs pour recruter et intégrer et maintenir les personnes en situation de handicap. Donc le Cap Emploi 44 est porté par l'association GIRP Pays de Loire, qui est sa structure gestionnaire. Vous trouverez un Cap Emploi dans chaque département et l'ensemble des Cap Emploi font partie d'un réseau national qui est appelé KEOPS. Donc ce qu'on vous propose, c'est, de, regarder une vidéo qui va vous présenter très rapidement le service, maintien de Cap Emploi. Donc je vais hop, changer. Excusez-moi. Alors, hop, est-ce que vous l'avez? Cap Emploi propose des services gratuits d'accompagnement, de recrutement et d'aide au maintien en emploi. Le maintien, c'est quoi? C'est une démarche concertée entre le salarié et l'entreprise afin d'éviter les ruptures de parcours professionnel en raison de problèmes de santé ou de handicap. La démarche du maintien en emploi repose sur la détection précoce de situations à risque par le médecin du travail en amont d'une intervention du service de Cap Emploi. L'objectif? Accompagner une personne et son employeur pour trouver ensemble les solutions pour un maintien en emploi. Comment? Le pôle maintien analyse la situation avec les acteurs concernés, aide à la recherche d'aménagement de l'environnement de travail et de solutions de financement, et assure un suivi post-maintien. Cap Emploi s'engage à un suivi régulier avec un conseiller référent qui respecte neutralité et confidentialité. Cap Emploi, un service dédié aux personnes en situation de handicap et aux employeurs en Loire-Atlantique, piloté par l'État, la GFIP,
le FIPHFP et Pôle emploi. Voilà pour la présentation du service maintien Cap Emploi. Oh là! Excusez-moi. Hop là. Excusez-moi, j'avais une autre vidéo qui partait. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Je crois qu'il y avait des questions techniques, mais je n'ai pas forcément de questions sur le service Cap Emploi. Donc on va poursuivre. Donc là, c'est Mama Atmani qui va, donc comme je vous l'indiquais, vous évoquer les différentes solutions en lien avec la déficience auditive. Donc je te repartage l'écran, Mama. Je veux bien, oui. C'est bon pour toi, Mama? C'est bon, mais je pense que tu devrais le mettre en diaporama sans les notes. Ouais, alors je pense que... Excusez-nous pour les petits soucis techniques. Je suis désolée. J'ai un problème de caméra. Hop. Effectivement. Alors... Hop là. Excusez-moi, je vais rechercher le document. Alors, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Le partage n'a pas pu démarrer. Tu veux qu'on essaye, Christophe ou moi? Alors ça y est, je pense que ça y est, il est revenu. On va y arriver. C'est bon? Désolée. Effectivement, on voulait vous donner, le temps que la diapo arrive, on voulait vous donner quelques éléments de définition de la déficience auditive. Hein. Ça va de soi. Donc, vous allez voir, ce n'est pas exhaustif, mais on va s'entendre sur une définition qui est la déficience auditive désigne une réduction de la capacité à entendre, voire de l'impossibilité à entendre. Hein. Ces déficiences auditives, on va plutôt parler de déficience auditive, elles peuvent être dues à de nombreux facteurs. On va retrouver effectivement l'âge, l'exposition au bruit, des maladies, ça peut être des lésions ou des malformations à la tête ou aux oreilles. Bon, ça, c'est que quelques causes, il y en a d'autres. Effectivement, on va voir qu'il y a effectivement plusieurs niveaux de surdité. Alors souvent, par rapport à l'âge d'apparition, hein, on va être de la surdité légère. On va distinguer une surdité moyenne, puis il y a aussi la surdité sévère ou profonde, on va appeler ça comme ça. Parfois, c'est distingué, il y a sévère et profond. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la perte de décibels. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, à partir on va avoir une perte de décibels, ça va pas parler, mais 40 décibels de perte correspond à une surdité moyenne. Ça va être, par exemple, une voix criée perçue. Hein. On va être vraiment sur quelqu'un qui n'entend plus, par exemple, des conversations sur des voies normales, comme je suis en train de le faire.
Enfin, on voulait vous dire qu'effectivement, la déficience auditive, ça peut être un sujet tabou. Je pense que ça n'échappe à personne, d'où l'intérêt d'en parler. Les personnes qui en sont atteintes ont vraiment de grandes difficultés à le reconnaître, souvent. Alors, c'est probablement du fait que c'est un handicap qui est invisible. En tout cas, on ne le perçoit pas directement. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver des personnes qui ont des grandes difficultés à reconnaître. Je voulais juste vous rajouter une petite chose, mais je vais y revenir dessus. En fonction effectivement de l'âge d'apparition de la surdité, on peut être avec des difficultés d'apprentissage du français, mais je vais le reprendre un petit peu dans la diapo suivante. Tu peux passer à la slide suivante, Laurent, s'il te plaît. On voulait vous donner aussi quelques données chiffrées. Alors, c'est basé sur une étude statistique de la DRES, qui est la direction de recherche et d'études statistiques de 2014. Environ 10 millions de personnes ont des problèmes d'audition en France. Pour ces 10 millions de personnes, sur ces 10 millions de personnes, pardon, il va y avoir 5,4 millions, donc un peu plus de la moitié, qui reconnaissent des répercussions sur leur vie quotidienne. On voulait vous donner aussi une petite information par rapport à l'âge. Après 50 ans, on va avoir une personne sur 5 qui a des difficultés auditives. Sur ces 10 millions de personnes aussi, on va avoir 90% de ces personnes qui déclarent des problèmes auditifs, qui déclarent une autre déficience. Alors, je n'entrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais vous allez voir que effectivement, il va y avoir des répercussions sur la vie quotidienne. On voulait vous donner un autre chiffre qui est 724 000 personnes déclarent utiliser un appareillage auditif. Donc ça, voilà, c'est un chiffre, ça paraît pas beaucoup, mais ça croît énormément. Effectivement, vous voulez donner un dernier petit chiffre, c'est 283 000 personnes utilisent la langue des signes française en 2008. Donc, c'est basé sur une autre étude. C'est important de voir que ce chiffre, il est assez petit. Donc, on va comprendre pourquoi c'est aussi bas et ce que ça implique comme conséquence. Tu peux passer, Laurence. Je pense qu'il n'y a pas de questions par rapport à ça. On voulait effectivement vous dire qu'il y avait des répercussions. Les répercussions de la déficience auditive, ça va être des difficultés à comprendre et à se faire comprendre. Donc effectivement, je vous parlais de la difficulté d'accéder au langage écrit, mais aussi au langage oral. Effectivement, en fonction de l'âge d'apparition de la surdité, voire si on est sourd depuis la naissance ou malentendant depuis la naissance, on va avoir des difficultés dans l'acquisition du langage oral, mais aussi écrit. Du coup, ça implique des difficultés à comprendre et à se faire comprendre. On est vraiment sur des problèmes de communication. On va avoir donc des difficultés d'acquisition du langage. C'est très important de noter cette information-là. On va avoir d'autres répercussions qui vont être aussi des gènes, de la douleur. On ne le sait pas, mais il peut y avoir effectivement de la douleur, de la fatigue. Cette fatigue, elle peut être effectivement aussi cognitive. Je vous l'indique en dernier petit tiré. Et puis, on va retrouver des répercussions qui sont plus sur la vie sociale, psychologique, psychique. On va avoir de l'isolement et des troubles de l'humeur. Voilà, je pense que ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Je pense que c'est bon. C'est des répercussions qui sont pas... C'est pas la liste, elle n'est pas exhaustive non plus. On peut en retrouver d'autres conséquences sur le... Tu peux passer à la suivante, sur la vie des personnes. On voulait vous faire un focus sur effectivement les moyens de compensation technique. Puis vous rappeler effectivement qu'il y a les appareillages. Donc je vous disais, des personnes effectivement quand elles rencontrent une déficience auditive vont se faire appareiller, souvent sur une surdité moyenne, avec 40 pertes de décibels. Alors ça peut être sur les aigus, ça peut être sur les graves, ça peut être sur les sons, la parole. Sur ces appareillages classiques, vous rappelez que c'est le médecin ORL qui en fait le diagnostic et qui prescrit l'appareillage. Le choix et l'adaptation du modèle, de l'appareillage unilatéral ou bilatéral, se fait chez l'audioprothésiste. On va retrouver effectivement aussi, pour des surdités plus sévères, plus profondes, notamment dès l'enfance, les implants cochléaires. Alors là, c'est effectivement une opération. Les implants cochléaires,
Ce sont des systèmes qui vont permettre d'entendre les sons pour des déficients auditifs qui ont plutôt voilà, qui souffrent de surdité profonde ou sévère. Tu peux passer à la suivante. Je pense que c'est bon là-dessus. Alors, je n'ai pas S'il y a forcément pas de de questions. questions. Non, je n'ai pas de Non. questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Et je passe à la suivante. Ce sont deux systèmes différents, vous l'aurez compris. On voulait vous parler d'autres moyens de compensation technique aussi. On va retrouver effectivement les amplificateurs d'écoute, et les boucles magnétiques. Alors, ça doit parler à certains, peut-être pas à tout le monde. Les boucles magnétiques, c'est des systèmes qui permettent aux personnes équipées d'appareils avec bobines d'induction magnétique de recevoir le message oral de manière amplifiée dans des aides auditives. Okay. Les amplificateurs d'écoute, on va pouvoir retrouver aussi des amplificateurs de téléphone, par exemple. On voulait aussi vous parler des micros déportés. Vous voyez en petite photo, on a un petit micro déporté. Alors sur la boucle magnétique, parfois certains bâtiments sont équipés, certaines salles sont équipées, et on va retrouver ce sigle de T avec les petites flèches qui tournent. Pour les micros déportés, le plus commun, alors je vous ai mis un exemple, c'est le Roger de chez Phonak, le Roger In. C'est un micro déporté qui va effectivement marcher aussi pour capter le son. C'est plutôt sur des situations stationnaires qu'on va utiliser ce microphone, qui est assez polyvalent, qui va permettre d'entendre les interlocuteurs aussi pour la personne qui a une déficience auditive dans ses appareillages. On va utiliser d'autres moyens. Alors là aussi, la liste n'est pas exhaustive. Il va y avoir dans les situations de travail, mais aussi dans la vie quotidienne, on va pouvoir retrouver les flashs et vibreurs qui vont changer le son en lumière ou en vibration pour indiquer à une personne quand le téléphone sonne, quand on frappe à la porte. Ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, le passage par l'écrit, par les affichages, mais aussi pour des réunions par du support écrit, est très important. Donc, très important de faire de la signalétique au niveau, dans les entreprises, de l'espace d'accueil, afficher les informations importantes, notamment de sécurité. Donc voilà, les personnes qui ont des déficiences auditives ont beaucoup passé par la vue et compenser ce qu'elles ne peuvent pas entendre par de l'écrit. On voulait aussi vous donner quelques informations. Alors, souvent, on utilise la compensation en entreprise avec éviter les environnements bruyants. On va essayer d'adapter les situations de travail en essayant d'éviter aux personnes qui ont des déficiences d'être dans des bureaux en open space tant que possible. Et si elles sont à proximité d'ateliers avec du bruit ambiant, de ventilation, de climatisation, on va essayer de les éloigner si on ne peut pas. On va essayer d'isoler les imprimantes, par exemple, mais si on ne peut pas, on essaie de les placer le plus loin de ces sources sonores. Sinon, on va utiliser des casques. Alors, les casques, on les retrouve beaucoup et on peut utiliser aussi, effectivement, elles utilisent des bouchons moulés pour s'isoler du bruit. Donc, ce n'est pas sans risque, puisqu'effectivement, après, elles n'accèdent plus à certaines informations sonores. Je vous ai mis une petite diapo. Ce que vous voyez en bas, c'est les flashs lumineux. Sont des petites, on appelle ça, petits flashs lumineux qui peuvent servir dans les situations de travail, pour notamment quand le téléphone sonne ou quand un collègue frappe à la porte. Je voulais vous dire effectivement aussi qu'on veille sur les situations de travail à placer les personnes en face des portes. Est-ce qu'elles voient tout leur environnement? Et puis, en réunion, on essaie de veiller à ce que les gens soient bien positionnés en réunion, face à face, que la personne puisse accéder à voir le visage, tant que possible, des personnes qui sont en train de s'exprimer. Tu peux passer à la suivante s'il n'y a pas de questions. J'espère que c'est assez clair. Alors, donc, je n'ai pas de questions pour le moment. Donc, sur les moyens de compensation techniques et organisationnels, n'hésitez pas. Sinon, je vais passer donc à la suivante sur les moyens de compensation, donc les aides humaines. Vas-y, Mara. Oui, alors on voulait vous faire, alors tout ça, c'est pas exhaustif, on voulait vous faire maintenant un focus sur les aides humaines et puis une transition, on va voir, vers des solutions basées à la fois sur l'aide humaine et l'intelligence artificielle. Donc effectivement, toutes ces
moyens de compensation dépendent du mode de communication de la personne déficiente auditive. On va retrouver le plus souvent la lecture labiale. Je pense que ça parle à tout le monde, la lecture labiale, utilisée énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la lecture labiale, elle est très coûteuse. Pour les personnes, il faut se concentrer, il faut être bien en face, il faut relativement bien articuler. On va aussi retrouver le code LPC. Alors, qu'est-ce que c'est? La langue parlée complétée. Elle vient en complément justement de la lecture labiale. La langue parlée complétée, ça va être utiliser des parties de son visage. En mettant ses doigts sur son visage, on va compléter le message pour la personne. Donc, c'est souvent utilisé, vous allez voir, par les interfaces de communication, à ne pas confondre avec les interprètes en langue des signes française. Mais du coup, effectivement, on va se servir du visage pour donner des indications sur les voyelles utilisées. Pour les consonnes, on va utiliser ses doigts. Donc, voilà, c'est assez intéressant d'aller regarder. Le code LPC peut être utilisé, la lecture labiale, la transcription écrite ou l'interprétariat en langue des signes française par les interfaces de communication qu'on va retrouver dans des situations de travail. J'en parlerai juste après. Je voulais faire un focus sur l'interprétariat, bien distinguer l'interprétariat en langue des signes française. Également, puisque vous le savez, probablement la langue des signes française est une langue à part entière, et donc l'interprète en langue des signes française va traduire le message. En fait, il va faire la traduction entre la personne qui parle en français et la personne déficiente auditive ou malentendante ou sourde qui va utiliser la langue des signes française. Donc, c'est vraiment de la traduction, de l'interprétariat. Voilà, je voulais juste faire un focus, on entend parler souvent d'interface de communication, à bien distinguer l'interface de communication. On peut utiliser la langue des signes française, mais il va aussi, lui, son rôle, c'est plutôt d'accompagner la personne sourde pour faciliter les échanges, la communication, la compréhension d'une situation. Ils peuvent passer par l'écriture, support écrit, c'est tout ce qui est bon pour faire comprendre le message à la personne. Donc, on les retrouve beaucoup sur nos situations de maintien. Voilà, on voulait en parler, notamment avec notre prestataire, l'Institut au Sens, la Persa Gauthière. Enfin, la transcription écrite, je voulais faire un focus là-dessus. On est bien sur un moyen de compensation qui relève de l'aide humaine. Souvent, ces moyens de la transcription écrite, c'est le système qui est le mieux adapté pour la très grande majorité des personnes qui dans beaucoup de situations de la vie quotidienne, qui ne peuvent s'en sortir sans aide humaine. Toutes ces situations, elles ne s'opposent pas, on n'en utilise pas une par rapport à l'autre, mais en fonction des situations, on va pouvoir avoir des compléments. Donc, c'est très important de vous dire qu'effectivement, la vélotypie, les preneurs de notes, les secrétaires peuvent être très importants pour faire passer le message et faciliter la compréhension des informations pour une personne déficiente auditive. Du coup, le lien, effectivement, c'est qu'on va trouver des solutions de compensation qui sont à la fois fondées sur l'aide humaine et l'intelligence artificielle. Et ces solutions de communication qu'on voit apparaître de plus en plus et qui maintenant apparaissent dans nos situations de maintien dans l'emploi sont par exemple Tadeo, Helios, Roger Voice, Ava, mais on va aussi retrouver Otot, assistant parole Google. Je vous en cite quelques-uns, c'est pas exhaustif non plus. Ces solutions, elles sont fondées à la fois, alors peut-être pas pour Otot, mais assistant parole Google, mais les autres, elles sont basées à la fois sur de l'intelligence artificielle et de l'aide humaine. On va voir sous la forme d'interprètes en langue des signes française qui vont intervenir dans la solution, mais aussi de scribes qui vont pouvoir intervenir sur le message et le rendre, en tout cas corriger les fautes, etc. dans le message. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire qu'effectivement, chaque situation professionnelle, elle amène une réflexion nouvelle. On n'est pas sur une solution qui en remplace une autre. C'est souvent une combinaison de solutions qui sont importantes en fonction de la situation de la personne et de la situation de travail. Et puis, du coup, de fait, vous le voyez, ces solutions-là, ces dernières solutions, elles font appel effectivement à de la technologie et donc effectivement, nous, on essaie d'assurer une veille de plus en plus rapide sur ces évolutions. Voilà, on essaie de le faire le plus rapidement possible pour accéder
Donc, je vais laisser la parole à Christophe qui va faire un focus sur la solution de maintien, situation de maintien, pardon. Et puis ensuite, on laissera la parole à Antoine Rémy, qui est l'invité principal qui va nous parler de la solution AVA. Je te laisse la parole, Christophe. Merci, Mama. Merci, Laurence. T'en prie, je n'ai toujours pas de questions. Je pense que tu as été très claire, Mama. Mais n'hésitez pas, si vous en avez, on pourra revenir sur ces questions à la fin de notre présentation. Et en effet, on passe la main à Christophe. En effet, l'idée, c'est d'introduire AVA, cet outil de compensation, par une situation de maintien dans l'emploi, par une situation que j'ai personnellement accompagnée en septembre 2020, et ce qui m'a permis, moi, de découvrir en tout cas cet outil de compensation. La situation initiale concerne un agent de la fonction publique, donc professeur en université, malentendante, appareillée. Et dans le contexte actuel, où déjà à l'époque, la crise sanitaire, on pouvait le penser, allait amener à obliger le port du masque, même si la rentrée universitaire s'est faite par la suite, finalement, on va dire plutôt à distance. Les cours ont été assurés à distance, mais du coup, la crainte, c'était donc le port du masque et de devoir suivre ou animer les cours en amphithéâtre devant des groupes d'étudiants. Ça pouvait générer des angoisses à l'agent, donc au professeur. Elle se rendait compte que ses capacités auditives, finalement, ces derniers temps, avaient déjà diminué, qu'il était plus difficile de pallier aux difficultés rencontrées, qu'il y avait de plus en plus de situations de quiproquo. Et donc, comme l'indiquait Mama, les répercussions étaient nombreuses. Ça génère du stress, de la fatigue, des peurs et une perte de confiance pour la personne concernée. Et elle craignait que les prises de parole soient désorganisées avec le port du masque et des répercussions sur la qualité de son travail. Donc, à ce moment-là, il y avait déjà eu, en fait, avant notre intervention, des échanges entre l'audioprothésiste et le médecin de prévention, donc le médecin du travail. Et AVA avait déjà été évoqué, donc le médecin de prévention nous avait demandé finalement d'explorer ou d'étudier la faisabilité de cette solution, si ça pouvait permettre de compenser en partie ou intégralement les difficultés rencontrées par l'agent. Alors même si les conditions d'exercice n'étaient pas encore, on va dire, testées, n'avaient pas été rencontrées formellement par la personne. Au-delà de la demande initiale, lorsque Cap Emploi intervient, nous, on prend en compte la situation dans son ensemble. C'est une démarche globale, donc on va chercher à aménager le poste de façon optimale. Donc, au-delà de la demande initiale du médecin de prévention, on a questionné l'agent sur l'ensemble de son poste, de son environnement de travail et des conditions d'exercice. Et donc, ça a permis d'identifier les situations de travail contraignantes rencontrées par l'agent pour l'ensemble de son poste. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Dans ce cadre-là, lorsqu'on a besoin d'un avis d'expert, on fait appel aux ressources qui sont mises à notre disposition par la GFIP, donc les prestations d'appui spécifiques. Et donc, on fait appel à l'Institut au Sens La Persagotière à Nantes, où leurs experts interviennent auprès de l'agent de différentes façons. Ça peut être des échanges individuels, des observations en situation de travail, des prises de contact ou des mises en relation avec des fournisseurs, des mises en prêt et essais de matériel, et puis un accompagnement à la mise en œuvre et à l'utilisation des solutions retenues. Donc, c'est vraiment, on va dire, une démarche là aussi globale d'accompagnement, du diagnostic, ou en tout cas de l'identification des situations de travail contraignantes, jusqu'à la recherche, à la prise en main des solutions. Et dans ce cadre-là, sans forcément rentrer dans le détail, il y a différentes solutions qui ont été mises en œuvre, qui reprennent notamment ce qu'a pu évoquer Mama précédemment. Il y a tout d'abord une sensibilisation à la surdité auprès du collectif de travail pour que il y ait une bonne information, on va dire, auprès du collectif sur les bonnes pratiques, même si ça semble être du bon sens, mais
sur le comportement finalement adopté dans le travail et dans le cas d'une communication avec une personne déficiente auditive, l'installation d'une alarme incendie visuelle dans le bureau de l'agent, la mise à disposition de masques inclusifs auprès du collectif de travail proche. Donc les masques inclusifs, c'est les masques à fenêtre transparente. On va dire aujourd'hui, c'est plutôt démocratisé ou bien connu dans le monde professionnel. Et donc, une des solutions, et ça va permettre d'introduire le vif du sujet, ça a été un système de transcription écrite instantanée couplé à un micro déporté. Et donc, ça a été AVA, qui a été retenu pour favoriser ou faciliter plutôt, les échanges entre les étudiants et l'agent lors des cours en amphithéâtre ou des travaux de recherche qui pouvaient être menés. Voilà pour cette situation de maintien. On pourra y revenir plus en détail ou s'il y a des questions ensuite sur Alors, j'ai une modalités question. d'intervention. Oui. J'ai une question, Christophe. Donc, la PAS est-elle mobilisable pour des salariés à l'aide au poste ou bénéficiant d'autres aides comme celle de la lourdeur du handicap? Alors, normalement, les PAS sont mobilisables avant la RLH, la reconnaissance de lourdeur du handicap. Si c'est bien la question, on va chercher à optimiser le poste de travail et à aménager donc, de façon optimale avant de mobiliser la RLH. Donc, c'est mobilisable pour tout salarié qui rencontre des difficultés à son poste pour aménager de façon optimale. La RLH viendra dans un second temps s'il reste, on va dire, des charges pérennes induites par le handicap qui sont supportées par la structure. Merci, Christophe, pour cette précision. Est-ce qu'il y a, voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Christophe, tu avais terminé? C'est terminé. Donc, on va passer la main à donc Antoine Rémy. A priori, je vous ai mis comme animateur. Absolument, oui. Bon Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais effectivement partager mon écran. Donc, je peux arrêter mon partage. Oui, absolument, oui. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est juste un petit aménagement parce qu'on est dans un webinaire. Donc, il faut que... Voilà, on va faire ceci. Et voilà, ce qui va me permettre en fait de dérouler une présentation tout en ayant du sous-titrage pour les personnes qui en voudraient. Voilà, donc écoutez, bienvenue. Donc Antoine, je suis le responsable du déploiement de AVA en Europe. Je vais d'abord parler peut-être de notre histoire, de notre mission. Donc vous avez évoqué quelques chiffres tout à l'heure. Effectivement, il y a 460 millions de personnes qui sont exclues des conversations dans le monde parce qu'elles sont sourdes ou malentendantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 30 ans, ça va concerner 1,5 milliard de personnes. Donc, ce n'est pas très rassurant. Mais bon, c'est lié au fait que la population vieillit, qu'on sera 9 milliards d'habitants dans 30 ans et non 7,2 milliards. Alors, sur la photo, vous voyez certainement donc les trois cofondateurs de AVA avec Thibaut Duchemin qui est sur la droite. Alors Thibaut, c'est le PDG fondateur de AVA. Donc l'acronyme de AVA, c'est Accessibilité visuelle de l'audio ou l'audiovisuel accessible, comme vous le souhaitez. On a Peter qui est entendant au milieu, néerlandais, et Skinner qui est taïwanais. Donc ils habitent tous les trois aux États-Unis. Et l'histoire de Thibaut, elle est importante parce que la création d'AVA, elle n'est pas arrivée par hasard. Thibaut, il a grandi dans une famille de parents sourds. D'ailleurs, ses parents sont sourds signants et sa petite sœur également. Lui ne l'est pas. Donc, il a baigné dans une culture sourde toute sa jeunesse. Sa langue natale, d'ailleurs, c'est la LSF, la langue des signes française. Et puis après, il a appris le français à l'école. Alors, vous voyez que sur le slide, comment dire en anglais, désolé, je vais utiliser plein de termes anglais, je vais essayer de parler français aussi. Sur la présentation, il est marqué CODA. CODA, en fait, c'est un terme anglais qui signifie Child of Deaf Adults. Donc, c'est un peu comme la famille Bélier, si vous voulez. Il a été l'interprète de sa famille pendant près de 25 ans, les accompagner à la banque, chez le notaire, faire les courses, interpréter des émissions de télé, et ainsi de suite.
Et dans le cadre de ses études, il est parti aux États-Unis. Il a rencontré Skinner, donc, qui est sourd depuis l'âge de 2 ans. La particularité de Skinner, c'est qu'il n'a pas appris de langue des signes. Donc, il en existe plus de 100 dans le monde. Et il ne parle pas non plus. En tout cas, on dit qu'il a un langage de sourd. Donc, on ne peut pas vraiment comprendre les sons qu'il émet. Donc, son seul moyen de communication, c'est un stylo, l'écriture. Et ils ont décidé ensemble de s'intéresser, si vous voulez, à une technologie de reconnaissance vocale qui va être basée sur une intelligence artificielle, donc, pour servir les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, on parle de besoin, on parle d'accessibilité, on parle d'insertion aujourd'hui. On parle de beaucoup de termes. Nous, on va plutôt privilégier le terme autonomie. Qu'est-ce qui va faire que les personnes sourdes ou malentendantes soient autonomes au quotidien? Ça, c'est vraiment important. Donc, on a en fait cette intelligence artificielle qui va permettre d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune barrière de la communication. Alors, l'histoire de la reconnaissance vocale, ce n'est pas nouveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le sous-titrage. Donc, vous allez voir, ça fera des fautes. Donc là, j'utilise une version web, donc Internet. Donc, je vais naturellement parler, vous verrez ce que ça donne. Et je vous dirai comment on peut corriger ces fautes-là. Voilà, donc à partir de maintenant, on va faire des tests. Vous voyez, c'est en train de reconnaître ma voix directement. Et je vais laisser filer comme ceci tout ce que je vais dire. Donc, ça fonctionne comment? En fait, l'origine de la reconnaissance vocale date des années 50. Donc, ça a commencé dans les laboratoires Bell. Et ils ont réussi à trouver un système qui allait permettre de reconnaître des chiffres de 1 à 9. Et puis, quelques dizaines d'années après, en tout cas quelques décennies, c'est-à-dire 2 décennies, ils ont réussi à retrouver, en fait, à assimiler plus de 1000 mots et en anglais. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vitesse de frappe, par exemple, sur un clavier, quand on tape normalement, c'est à peu près 40 mots par minute, alors que la reconnaissance vocale, elle permet d'atteindre jusqu'à 150 mots dans le même laps de temps. Mais évidemment, le taux de précision, il a ses limites, ce qui est normal. Il y a des petites failles qui sont liées, vous devez certainement les voir. Moi, je ne regarde plus parce que je n'ai pas le temps de toute façon. Mais dans tous les cas, cette reconnaissance vocale, c'est une technologie qui est clé pour le handicap. Ça a prouvé son efficacité à travers des applications mobiles, donc bien entendu comme l'application Ava, ou comme Google Transcript ou Dragon. Donc, c'est ce qu'on appelle du speech-to-text classique. Alors, j'ai utilisé un terme anglais, donc forcément, speech-to-text, il n'a pas compris, mais ce n'est pas grave. Et là, ça y est, il a reconnu. Donc, vous voyez, en fait, il y a ce qui se passe, c'est qu'il y a du machine learning. Donc, quand on répète certains mots, l'intelligence artificielle va réussir à les décoder à nouveau. Alors, le choix de combiner de l'intelligence artificielle avec de l'intelligence humaine, c'est assez important pour nous, pour garantir en fait une précision optimale. Ce qui est important, c'est la qualité du sous-titrage. Celle que j'utilise, en fait, c'est une version premium de Ava Pro qui va me permettre, dans de bonnes conditions, de pouvoir avoir une qualité de transcription qui est proche de 95% dans de bonnes conditions. Alors, les bonnes conditions, c'est surtout la manière dont on s'exprime, bien entendu. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle, des fois, on bégaye, on mâche ses mots, on ne parle pas près d'un micro. On a des intonations, des accents, des mots, des acronymes. Et tout cela est assez difficile de capter dans ce moteur d'intelligence artificielle. Alors, on a couplé ça avec de l'intelligence humaine que je vais vous présenter assez rapidement. Donc, vous avez parlé un peu des solutions qui existaient effectivement aujourd'hui, en tout cas des dispositifs pour les personnes sourdes ou malentendantes. Elles sont essentiellement, en fait, en grande partie basées sur une intervention humaine. Donc, les solutions de transcription écrite de type vélotypie. Donc, c'est ce que l'on voit quand Emmanuel Macron parle à la télé, typiquement, c'est de la vélotypie. Donc, quelqu'un qui va taper sur un clavier syllabique pour recomposer les mots. Alors, je crois qu'il y a à peu près 15 personnes capables de faire ça en France et ça nécessite 50 formations. Après, les interprètes ou de la langue des signes française, c'est pareil, c'est 50 formations. Donc, la situation aujourd'hui, en fait, pour les personnes sourdes ou malentendantes, c'est en fait la disponibilité d'avoir un interprète ou un transcripteur humain. Et il existe à peu près 350 interprètes en France, alors qu'il en faudrait 3000.
Donc, on peut attendre quelques années. En plus, c'est une vraie vocation hein, de devenir interprète. On peut attendre quelques années pour en avoir beaucoup plus, malheureusement. Donc, il faut trouver des moyens de compensation pour les personnes qui, justement, n'ont pas accès à un interprète ou un transcripteur humain demain. Parce que le besoin, il n'est finalement pas dans une semaine ou dans 15 jours, ce qui est à peu près le délai moyen de réservation d'une intervention humaine. Le besoin, il est demain. Donc, les réservations qui doivent être faites à l'avance, voire plusieurs jours ou semaines à l'avance, ça a un impact direct sur la communication, en tout cas l'accès à la communication pour les personnes sourdes. Alors, AVA au bureau, notamment, parce qu'en fait, on peut l'utiliser à titre personnel, hein, bien entendu, mais AVA au bureau, on a déjà en fait une manière de fonctionner, c'est une application mobile qui va garantir du sous-titrage à tout moment. Donc, il suffit de télécharger l'application sur iOS ou Android, d'activer son micro et donc, tout ce que je fais là, par exemple, par l'ordinateur, c'est également disponible sur le téléphone. Alors là, j'ai un fond d'écran, donc vous n'allez peut-être pas voir ce que je fais, mais je vais essayer de, voilà, je vais vous montrer comme ceci. Il faut que je recule un peu. Donc là, j'ai activé en fait AVA et j'ai cette interface qui va s'allumer et qui, en fait, qui de la même manière va capter ma voix directement dans le micro du téléphone. Une chose qu'il faut retenir, c'est la qualité des sous-titrages. On a une version qui est gratuite. Donc, on ne peut pas faire mieux que gratuit. C'est une transcription qui est basique, mais ça permet aux personnes de découvrir AVA pour avoir du sous-titrage illimité, H24. Donc, que l'on soit sourd, entendant, malentendant, ou dans un environnement où on rencontre des personnes qui ont besoin de communiquer, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser AVA de votre côté. La deuxième qualité de sous-titrage, c'est la qualité premium. Donc, comme je l'ai indiqué, c'est celle que j'utilise, qui va me permettre d'être sous-titré, enfin d'avoir à peu près 5 ou 7 fautes pour 100 mots. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Je vais boire quelque chose. Et la troisième qualité, c'est la qualité scribe. Donc, nous avons des professionnels chez AVA qui vont, en fait, qu'il faut solliciter pour corriger les fautes du robot en temps réel. C'est un service qu'on a lancé qui est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 19 h. Donc, grande amplitude horaire. Je perds ma voix. Excusez-moi. Donc, je vais en fait, ce qui va se passer là, c'est que je vais solliciter mon script dans l'outil parce que je l'ai réservé. Et donc, j'ai un bouton qui s'appelle « Améliorer la précision ». Et donc, je vais basculer en sous-titre scribe directement. J'ai juste à cliquer dessus. J'ai en fait envoyé une requête à un scribe pour qu'il vienne se connecter. Donc, je vais laisser courir la requête. Et une fois qu'il est connecté, mon micro va passer de couleur verte. Donc, j'ai bien cette identification visuelle qui va me permettre de savoir que l'audio, en tout cas les écrits, vont être corrigés. Donc, disponible sur téléphone mobile, tablette, bien entendu, c'est à peu près la même chose, sauf que l'écran est plus grand. Et bien entendu, sur ordinateur. Donc, notre métier, il est au-delà d'équiper des personnes sourdes ou malentendantes à niveau sur un plan ressources humaines, hein, j'entends. On est capable également d'intervenir dans des événements en présentiel ou en distanciel pour rendre les événements accessibles, tout simplement. Et il y a une autre partie, un autre credo qui est quand même assez important, c'est l'accessibilité dans les établissements recevant du public. Hein. Donc, je me rends à la mairie, je me rends dans un magasin, dans un aéroport, dans une gare. Comment ça se passe? Quand je suis sourd ou malentendant, il ne se passe pas grand-chose en fait. Il n'y a pas vraiment d'équipement. Donc, on est un peu livré, ils sont un peu livrés à eux-mêmes s'ils veulent discuter par exemple avec un agent de la RATP ou une vendeuse d'un magasin ou un centre d'accueil d'un établissement. Donc ça, c'est tout à fait possible, notamment en générant un QR code comme ceci, vous voyez sur le côté, que l'on pourrait très bien afficher ou apposer à l'entrée d'un établissement. Alors, les différentes situations de vie, en fait, elles sont multiples. Vous en avez cité tout à l'heure une, donc effectivement, le cas d'une personne, d'un professeur malentendant. Donc, c'est une situation de vie.
mais il en existe des milliers. C'est pour ça qu'on a déployé également un logiciel. Alors, je n'utilise pas un logiciel, hein, je vous rappelle que j'utilise un lien Internet. Je suis bien sur Internet, vous voyez, avec une adresse Internet. Le logiciel que l'on a déployé, on l'a déployé en 3 mois, l'année dernière, pendant le confinement. Donc, comme tout le monde, comme vous tous et toutes, on s'est retrouvés chez nous à devoir travailler de la maison. Et nos utilisateurs, que l'on connaît par cœur, parce qu'on les rencontre tous dans le cadre de nos formations, nous ont sollicité pour les visioconférences. Il y a 1 an et demi, il n'y a pas de sous-titrage, donc on s'est dépêché en fait en 3 mois de déployer un logiciel compatible avec toutes les plateformes de vidéoconférence. Très important, donc il suffit de le télécharger sur Windows ou Mac pour avoir des sous-titres des visioconférences. Et cet outil permet également de sous-titrer des vidéos en ligne, des podcasts et de la radio. Ce n'est pas anodin, il y a 90% des contenus vidéo audio sur Internet qui ne sont pas sous-titrés. Il faut le savoir, hein, ou en tout cas quand les entreprises, par exemple, souhaitent créer des formations de e-learning, ce qui arrive assez souvent, elles sont rarement sous-titrées, ou quand elles le sont, tant mieux, mais ça a pris beaucoup de temps à faire. Et ça coûte aussi également pas mal, ça coûte assez cher à déployer. Donc, mon script ne s'est pas connecté parce que probablement, en fait, je l'avais annulé tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, ma requête est toujours en train de en attente, mais ça n'a pas d'importance. Donc, Ava Pro utilise bien de l'intelligence artificielle, c'est ce que vous voyez à l'écran pour sous-titrer ma parole. Mais j'ai tout à fait la possibilité d'inviter des participants dans cette conversation Ava, hein, tout simplement. Il y a plein de fonctionnalités assez étonnantes. Attendez, je vais juste réduire ma page. Voilà, je vais me mettre comme ceci. Si je clique ici sur cette interface-là, un lien de réunion est copié que je peux partager à différentes personnes pour qu'elles puissent rejoindre ma conversation. Et à ce moment-là, chacun sera sous-titré, hein, bien sûr, avec son prénom, dans un code couleur différent. On a également la possibilité d'écrire dans Ava, comme le système de chat, mais au moins ça reste, vous voyez, dans toute la conversation, comme ceci, hein, cette conversation, elle reste là depuis que je parle. Ça, c'est plutôt adapté pour les personnes qui ne peuvent pas vraiment bien s'exprimer à l'oral. Donc, il suffit de taper, tout simplement. Et elles ont également la possibilité de vocaliser les textes écrits, comme ceci. Comment ça va? Voilà. Je rebranche mes écouteurs. Et elles ont également accès à beaucoup de paramètres, donc la taille des caractères, parce qu'on peut avoir également une déficience visuelle, basculer dans un mode plus confortable, masquer les jurons. Alors, c'est le côté un peu rigolo, c'est-à-dire que si je dis merde, ça fait des petites étoiles. Mais toutes ces petites fonctionnalités, elles ne sont pas là par hasard, hein. Ce sont nos utilisateurs qui nous ont demandé qu'on développe cela. La particularité, c'est que je peux m'exprimer dans 15 langues différentes. Donc, je peux basculer sur des types d'accents anglais ou espagnol selon les pays différents. Donc, à chaque fois que je vais sélectionner une langue parlée, je vais pouvoir m'exprimer dans cette langue-là. Donc, on va basculer sur de l'anglais. So, hello, my name is Antoine and I live in Toulouse. So, ich heiße Anton und ich bin 47 Jahre alt und ich möchte ein bisschen Brot essen. Voilà, donc on peut s'exprimer dans toutes ces langues-là. Dans la version professionnelle, on donne accès à de la traduction automatique, ce qui est assez important parce que finalement, on ne peut pas connaître toutes les langues, mais on peut en revanche choisir 15 langues de traduction. Donc aujourd'hui, on peut essayer le russe, par exemple. Si des personnes dans l'assistance connaissent le russe, je vais pouvoir m'exprimer en français maintenant et avoir de la traduction en russe automatiquement. Voilà, 15 langues de traduction disponibles, également dans le téléphone, bien entendu. Il faut s'imaginer que quand on part en déplacement professionnel ou en voyage d'affaires ou à titre personnel, on peut toujours accéder
à du sous-titrage au restaurant avec un serveur turc ou suédois, par exemple. Donc, je vais retirer ma requête de Scribe qui ne s'est pas connectée, mais ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. L'autre possibilité, donc, en fait, c'est de terminer sa réunion, donc, comme ceci, avec la croix. Et à ce moment-là, on va proposer de conserver cette transcription pour pouvoir la relire à tête reposée. Donc, Ava fait également de la prise de notes que je peux exporter finalement dans de différentes manières, différents formats d'ailleurs. Voilà, en texte, en doc ou en PDF. Donc, je me dis, bah, tiens, je vais le conserver en PDF. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer sur mon ordinateur, de noter comment ça s'est passé et éventuellement de relancer des sous-titrages, tout simplement. Voilà, et en fait, tout ce que je viens de vous dire apparaît en format PDF maintenant, que je peux éditer, imprimer, partager. Je suis assez libre de faire ce que je veux là-dessus. Je vais revenir juste sur ce concept de vidéoconférence, parce que ce que l'on voit apparaître depuis plusieurs mois, et heureusement, ce sont des plateformes de vidéoconférence du type Zoom, Google Meet ou Teams, qui commencent à faire du sous-titrage, donc tant mieux. Un sous-titrage qui est basique, hein, avec une intelligence artificielle également, ce qu'on appelle des intégrations de sous-titrage. Sauf que dans notre quotidien, nous passons notre journée, enfin en tout cas moi de mon côté, je passe mes journées à basculer sur Zoom, à Teams, Google Meet, Skype, selon les différentes organisations que je suis amené à rencontrer. Alors moi je suis entendant, hein, je ne suis pas sourd, mais la situation de visioconférence, elle est depuis 1 an et demi assez incapacitante pour certaines personnes sourdes. Parce que en fait, une organisation sur 2 va faire ce que je vais faire tout de suite. Voilà, en fait, vous ne me voyez plus. Donc, si j'étais en lecture labiale, ce serait évidemment très compliqué de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est le premier point. Donc, il est vraiment important, je tiens à sensibiliser là-dessus, de penser à bien activer vos caméras parce que vous ne pouvez pas savoir si dans l'assistance, il y a des personnes en lecture labiale. L'autre point, c'est la collection de masques que j'ai à la maison. Donc, j'en ai un noir. Alors, attendez, je vais enlever mon fond d'écran. Comme ça, vous verrez un peu mieux. S'il veut bien se retirer. Ouais, bon, mon fond d'écran ne veut pas se retirer. C'est pas grave. Je vais essayer autrement. Excusez-moi. Hop, voilà, ça devrait aller mieux là. Donc, ma fameuse collection de masques, en fait, donc j'en ai un noir, j'en ai un bleu, j'en ai un gris, j'en ai également un rose derrière. J'en ai un en coton que j'adore. Alors, je l'adore parce qu'en fait, il envoie des bisous. Donc, il est vachement sympa. Mais j'ai surtout également le masque inclusif, hein, qui a le mérite d'exister. Donc, il y a eu beaucoup de marketing et de communication autour de ça. Alors, il a le mérite d'exister. Pourquoi? Parce qu'il va me permettre, en fait, déjà que vous puissiez voir mon joli sourire. Mais comme vous l'avez indiqué, en fait, la lecture labiale, c'est à peu près 25% de l'information captée. 25% de l'information captée en face à face, ça veut dire que les 75 autres pourcents restants, eh ben, il y a tout un travail mental de la part de la personne. Il ne faut pas oublier ça, c'est qu'elle va essayer, c'est comme du calcul mental. C'est-à-dire que je peux très bien vous amener pendant 1 heure faire du calcul mental, mais si je vous invite à faire du calcul mental toute la journée, vous allez être très fatigué. Et ça, c'est une situation qui, voilà, le masque va répondre à une situation de vie, c'est-à-dire que j'ai un collaborateur, un collègue qui est sourd, enfin, je suis face à une personne sourde, je vais donc devoir le porter, c'est-à-dire accepter de le porter déjà, et ne plus bouger. Mais bon, ça finit par faire des reflets et de l'abîmer. Voilà. Donc, le téléphone dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait à côté de moi, transcrit depuis tout à l'heure tout ce que je dis. Et je peux très bien en fait prendre ce téléphone, l'inverser pour faire pivoter le texte et le micro se trouve en haut
Et à ce moment-là, tendre le bras vers ma boulangère, mon notaire, mon collègue de travail, même masqué, ça peut fonctionner, comme ceci. Ça ne nécessite pas en face à face d'avoir du réseau Wi-Fi ou 4G. Ça peut fonctionner également en mode hors ligne. Et ensuite, on a toutes les possibilités de transcription dans différentes langues, dans différentes langues parlées, traductions dans des versions professionnelles. Et je reviens donc sur mon histoire de logiciel. Vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit logo Ava, qui est d'ailleurs l'esperluette en français. Et automatiquement, je peux me permettre, si vous voulez, d'avoir ce bandeau flottant qui va être donc compatible avec toutes les plateformes de visioconférence. Ce bandeau, je peux l'étirer comme ceci, le paramétrer comme cela. Je fais un peu ce que je veux, je suis assez libre. La particularité, c'est qu'il va me permettre en fait de capter les voix des personnes en visioconférence directement, et je vais retrouver également les mêmes paramètres sur les côtés, comme ceci. Et vous voyez que j'ai basculé sur un micro, parce que le micro a son importance. On a parlé de micro déporté tout à l'heure. Pour capter une voix, c'est tout l'enjeu de la reconnaissance vocale. Ce n'est pas magique. On ne pose pas un téléphone ou une tablette au milieu d'une pièce pour capter les voix de tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, dans un monde d'entendants, vous allez vite réaliser que là, j'approche le micro près de ma bouche. Donc, vous m'entendez très bien. Il n'y a pas d'écho, pas d'interférence, parce qu'évidemment, ce micro, il est branché à mon ordinateur. Mais si je lâche tout de suite mon micro, vous m'entendez déjà différemment. Alors, imaginez si je devais enlever mes écouteurs et le micro près de ma bouche, ce serait encore pire. Vous m'entendriez encore moins bien, évidemment. Alors, peut-être que Christophe, si je puis me permettre, je vais juste revenir en bandeau flottant. Voilà, donc vous voyez qu'on peut améliorer, retrouver les sous-titres Scribe et inviter des participants également s'il faut. Mais je vais remettre comme ceci et je vais essayer en fait directement de capter votre voix à partir de maintenant, Christophe. D'accord. Voilà, donc on peut tout à fait discuter ensemble. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de crier mon handicap sur les toits. C'est quelque chose de très personnel. Mais j'ai besoin de comprendre ce que disent les personnes en visioconférence, et auquel cas j'ai un outil qui va me permettre d'avoir le sous-titrage des personnes. Donc c'est comme un bâton de parole finalement que l'on se passe. Bien entendu, ça va demander une certaine discipline de vie. On évite de se couper la parole, que ça parte dans tous les sens, parce que sinon la transcription, ça défile très vite. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions ou est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'on a un peu de temps pour que je fasse une démonstration de sous-titrage de vidéo éventuellement? Alors, je n'ai pas de questions indiquées. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais pour le moment, j'en ai pas. Il est midi. On avait dû jusqu'à midi. Après, par rapport à ce que vous proposiez, ça prend combien de temps à peu près? 1 minute. Eh bien, allons-y. OK. Alors, ce que l'on va faire, c'est une petite expérience. Et donc, on participe, bien entendu, à la sensibilisation de notre côté lors d'interventions dans des webinaires. C'est-à-dire qu'on pense qu'il est très important de sensibiliser les personnes sur le handicap auditif. Et pour cela, c'est très facile pour nous, comme ça, en visioconférence, c'est d'aller chercher, par exemple, un tuto de maquillage. Et évidemment, vous n'allez pas avoir le son, puisque j'ai des écouteurs. Donc, je vais vous plonger en fait en direct dans un monde de sourds pendant quelques instants. Et vous allez en fait pouvoir suivre Ludivine qui nous fait un tuto de maquillage facile pour toutes les occasions, en direct et sans son. Je vais passer juste les pubs.
Voilà, donc vous arrivez à suivre et la qualité du sous-titrage est bonne parce qu'elle s'exprime bien, qu'elle est dans un bon environnement. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le dernier point, c'est qu'on peut aller chercher, alors je suis totalement apolitique, mais notre président, donc c'est le premier président à proposer du sous-titrage lors de ses interventions. Alors malheureusement, ça disparaît après, mais bon, c'est ainsi. Et vous allez pouvoir avoir un comparatif, bien entendu, de l'accessibilité sur un replay, par exemple, des vœux d'Emmanuel Macron. Donc, de la même manière, je peux peut-être activer mon son cette fois-ci. Je suis sympa, je mets du son. Et alors, pourquoi je fais cela? Vous m'entendez toujours? Oui. D'accord, donc vous m'entendez, vous voyez, de façon différente parce que je parle à mon ordinateur déjà. Donc, ça ne risque pas de super bien capter ma voix. D'ailleurs, ça a coupé. Voilà, donc j'ai mon micro qui a été coupé. Vous voyez, donc ça, c'est de la technique. Donc, je ne suis plus du tout sous-titré. Alors, je vais juste hop, ouvrir ce bandeau, vérifier les paramètres. Parce que quand on enlève ses écouteurs, ça change les paramètres son. On est OK sur ce côté-là. Je vais relancer Ava. Alors, c'est important, je pense, de voir effectivement le comparatif avec de la vélotypie et l'intervention d'Emmanuel Macron avec Ava qui va le sous-titrer en fait en direct. Et vous allez voir que c'est vraiment en temps réel. Outre-mer et de l'étranger. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement, ils sont cette année interdits par l'épidémie. Les places de nos communes sont éteintes, nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. Voilà un petit exemple sur la rapidité du sous-titrage. Donc, je vous rappelle que, donc merci de m'avoir laissé ce temps de parole. Je vais juste enlever mon partage d'écran. Et je vous reprends avec mes écouteurs. Nous sommes donc pas vraiment nouveaux, on va dire, comme dispositif, parce que Ava existe depuis 2015-2016, mais on est surtout connu pour une application mobile. Alors évidemment, 2015-2016, c'est un peu la préhistoire de Ava. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et voilà, fin de présentation, de démonstration de l'outil et au niveau des prix, parce que je vois que dans le chat… Voilà, c'est ce que j'allais vous tout poser à comme fait. question. Donc, je vais juste terminer par ça. Il pouvait y avoir en effet… Ouais. Alors, le premier prix, c'est le prix gratuit, donc comme je vous l'ai indiqué, c'est-à-dire du sous-titrage basique qui va faire à peu près 15 ou 20 fautes pour 100 mots. On peut inviter les participants, on peut utiliser ça avec le téléphone mobile, la tablette, l'ordinateur. Tout ça, c'est disponible gratuitement pour du sous-titrage. Le premier plan payant, c'est le plan communauté qui est disponible en fait directement sur les stores iOS ou Android. Donc, les personnes, c'est plutôt pour les particuliers, hein, vont acheter un plan à moins de 10 € par mois pour avoir une qualité premium, 3 heures par mois, celle que j'ai utilisée, qui sera remboursée par la MDPH dans le cadre de la PCH. Donc, particulier, hein, je suis retraité, j'ai besoin d'avoir une meilleure qualité sous-titrage lorsque je vais voir mon notaire, mon médecin, on a ce plan-là. Pour les organisations, nous avons Ava Pro, tout simplement, qui est disponible pour du sous-titrage premium illimité. On débloque pas mal de fonctionnalités. Je ne vous ai pas parlé du booster dictionnaire, mais c'est un dictionnaire Ava personnalisable que je peux utiliser pour y rentrer mes mots, mon jargon technique, mes acronymes, pour que l'IA la reconnaisse. Ça coûte 119 € par mois hors taxe pour équiper une personne sous-titrage illimité, accessible tout le temps, sur un abonnement annualisé. Après, si c'est juste mensualisé, ça coûte 149 € par mois. Après, il y a une tarification entreprise, éventuellement pour des entreprises qui ont besoin d'équiper plus de 10 personnes, hein, donc 15, 20, 30, 40, 50 personnes, avec des tarifications dégressives. L'accès au service Scribe vient en complément, d'accord, et nous créditons des heures de Scribe sur les profils des utilisateurs.
voilà, comme sur mon profil. Oui, il me reste exactement 10 heures, 1 minute de Scribe que je peux utiliser à tout moment sur réservation. Le service Scribe est disponible en 24 heures. C'est un point qui est important. Je n'ai pas besoin d'attendre 10 ou 15 jours pour avoir un Scribe. On a cette capacité d'avoir des scribes en 24 heures. C'est un peu la force du service et qui va en fait venir en complément d'autres dispositifs, je vous rappelle. Souvent, on nous dit, mais vous êtes là pour remplacer des interprètes à LSF. Non, on ne fait pas du tout ça. Quand on a comme langue natale la LSF, c'est la LSF. En revanche, quand on regarde son interprète, on ne prend pas de notes. Donc, on peut venir en complément pour la prise de notes. On a également des utilisateurs qui sont équipés de Tadeo ou Helios, qui sont donc de principales entreprises qui vont proposer de l'intervention humaine à certains horaires. Donc, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure dans le chat que Tadeo et Helios ne proposent pas d'intelligence artificielle. Tadeo et Helios proposent vraiment de l'intervention humaine, codeur, interprète, transcripteur humain, à des horaires bien précis, généralement de 10h à midi, de 14h à 17h. Ça, je crois que ça dépend un peu des entreprises. Et on va venir en complément parce que quand la réunion est prévue pour demain et qu'on n'a pas de transcripteur ou d'interprète, on ne peut pas y assister. Avec la fonctionnalité AvaScribe et le sous-titrage automatique, on peut assister à une réunion. Donc, on combat, on lutte un peu également sur justement le fait que les missions handicap des entreprises doivent ouvrir en fait un champ de possibilités pour les utilisateurs. On les connaît bien et nous avons nous-mêmes chez nous, en interne, des personnes sourdes, malentendantes, équipées cochléaires. Donc, ce sont nos premiers bêta-testeurs qui vont tester les différentes situations de vie personnelle et professionnelle pour qu'on puisse déployer de notre côté. Le Parfait. service Scribe coûte entre 60 et 75 € de l'heure, je précise. Donc, on est assez attractif, j'ai envie de dire, par rapport au coût, puisqu'un interprète LSF, c'est 150 € de l'heure. Et puis, d'être équipé d'un autre dispositif, généralement, ça coûte 10 000 € par utilisateur. Merci pour ces précisions. J'ai une autre question. Est-ce que l'extraction de texte pour un étudiant est accessible gratuitement? Absolument. Alors, c'est tout à fait possible. C'est accessible, oui. Alors après, l'étudiant, il va avoir une qualité basique de transcription avec beaucoup plus de fautes, parce mais bon, il pourra toujours l'extraire. Après, ce qui est important dans un amphithéâtre, par exemple, si l'étudiant est en cours, c'est que le pro décide qu'il faut équiper le professeur d'un micro pince-cravate Bluetooth. Je vous ai parlé de micro tout à l'heure. Donc, on a le micro embarqué du téléphone, de l'ordinateur ou de la tablette, les micros externes comme j'utilise aujourd'hui ou comme vous avez effectivement des casques que vous portez aujourd'hui également. Il y a le microphone pince-cravate Bluetooth qu'il faut donner au professeur, capter le Bluetooth du micro et lancer AVA pour avoir la transcription du professeur. Très bien. Mais oui, c'est accessible. Une dernière question avant de mettre fin à ce webinaire. N'hésitez pas. En tout cas, merci à tous pour cette présentation, ces différents éléments. Le support et le webinaire est enregistré, donc tous ces éléments vous seront envoyés. Voilà. Donc, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Mama, Christophe? Pas plus? Bon. Pas forcément. Peut-être si Antoine, vous pouvez communiquer vos coordonnées ou comment Oui, on bien peut sûr. vous contacter. Oui. C'est facilement. Donc, j'ai un mail très facile, c'est antoine@ava.me. Je le rajouterai dans le site internet, dans mon envoi. Voilà, Mais je crois que c'est sur le support. Ouais. Oui, normalement, c'est sur le support. Exactement. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que évidemment, le AVA Pro et AVA Scribe sont pris en charge par la GFI, par le FIPHFP, l'OUTH également. Sur présentation de devis. Important. Et non pas de facture. Et justement, donc on peut vous accompagner pour justement la mise en place de ce lien avec la GFIP, FIP, OETH ou autre. Écoutez, je n'ai pas plus de questions, donc je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie à tous. Et puis, comme je vous l'indiquais, je vous envoie tous les éléments d'ici quelques jours.
Merci. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Dans tous les cas. Merci. beaucoup. Merci d'avoir accepté. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.